Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission spéciale défense et cyberguerre dans le contexte d'horreur qui se joue entre Israël et le Hamas. En effet, comment les services secrets ont-ils pu être déjoués? Sommes-nous dépassés face à la menace cyber? Et enfin, comment se préparer à la défense dans un contexte de manifestation publique de grandes envergures, avec notamment les Jeux Olympiques l'année prochaine? C'est ce que nous tenterons de comprendre aujourd'hui avec un invité de marque qui va nous plonger dans l'univers de la défense et du numérique. Le numérique pour tous spécial défense et cyberguerre, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et comme je vous le disais, une émission spéciale défense et cyberguerre où nous avons le plaisir de recevoir l'homme qui préside le Cercle de l'Arbalète, cette association qui fédère celles et ceux qui contribuent au rayonnement et à l'équipement des forces spéciales. Il préside également un groupe composé de 3 écoles, avec notamment l'école d'intelligence économique, l'école de sécurité privée et l'école européenne de cybersécurité. J'ai nommé Benoît de Saint-Cernin. Alors Benoît, bonjour, on est ravis de vous avoir aujourd'hui sur le plateau flambant neuf, je dois le dire, de Sud Radio. Donc, comme je le disais en introduction, vous êtes président du Cercle de l'Arbalète. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'action de cette association et sa mission ? Bonjour Vanessa. Alors effectivement, le Cercle de l'Arbalète, c'est la fédération des équipementiers, des forces spéciales, des unités spéciales, le GIGN et le RAID, et des services de renseignement. Donc nous, notre travail, c'est d'aider ces entités-là à, d'une certaine manière, courir derrière la créativité des terroristes. Car les terroristes, quels qu'ils soient, sont assez créatifs, développent des armes monstrueuses de manière low cost. Et nous, on essaye d'aider, et on le fait assez concrètement, ces unités en leur ramenant rapidement des innovations qu'on a trouvées dans le civil, qu'on leur amène. Ensuite, ces services-là, ces unités-là, peuvent en avoir un usage pour lequel nous, on n'a pas forcément à être au courant. Et donc vous fédérez un écosystème de grande envergure? Voilà, en fait, le Cercle de l'Arbalète, ce n'est composé que d'entreprises. Il y a 120 ou 122 entreprises. Il y a une vraie sélection pour monter, parce que il y a une préférence très claire pour l'industrie française. Et on le dit, on le redit, les entreprises françaises ignorent que ce qu'elles produisent pourrait aider les forces de défense françaises au sens large. Donc oui, il y a une sélection pour être membre. Ce ne sont que des entreprises, et il n'y a aucune entreprise étrangère qui est membre du Cercle de l'Arbalète. C'est important de le dire. Alors, Benoît, qui dit défense dit bien évidemment cyberattaque. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les actions concrètes que mène et qu'a mené récemment votre association dans le domaine ? Alors encore une fois, nous, l'idée, c'est d'aller trouver des innovations. Donc par exemple, on fait des salons à l'international, et il nous arrive de trouver des technologies cyber à l'extérieur de la France, et on ramène cette information aux unités pour lesquelles on travaille, et après, à elles, éventuellement d'aller soit prendre contact avec ces entités-là, soit éventuellement acheter ces produits-là. Donc nous, notre job, c'est vraiment d'accélérer la découverte d'une innovation. C'est pas forcément évidemment de passer à l'action ou à l'attaque, etc. C'est pas le job du cercle. Le job, c'est d'accélérer la découverte de l'innovation. Et en cyber, vous avez quasiment chaque jour une nouvelle innovation avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui se passe. Encore une fois, notre prisme à nous, c'est de comprendre et de savoir quelle a été l'attaque dont ont été victimes telle ou telle entité, tel ou tel pays, etc. Et de se dire, mais si ça nous arrivait demain, c'est quoi notre sujet? C'est quoi notre manière d'y répondre? Alors justement, on va en parler, on va bénéficier de vos conseils sur ce sujet, mais on ne peut pas ne pas évoquer bien évidemment les drames qui sont en train de s'opérer dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas. J'aimerais vous demander dans quelle mesure l'attaque qui a eu lieu donc le week-end où tout a commencé, dans quelle mesure cette attaque n'a pas pu être déjouée par les services secrets, notamment israéliens, qui sont réputés pour être les plus forts au niveau international. Alors effectivement, ils sont très forts, et c'est toujours un peu délicat de refaire la guerre après. C'est un pays, Israël, qui est en guerre depuis des années. Enfin, moi j'ai l'impression d'avoir toujours connu ça, j'ai 50 ans. C'est toujours ce cas-là. Donc, je pense qu'il peut y avoir une certaine lassitude au renseignement qui tous les jours vous annonce une mauvaise nouvelle. Tous les jours. Et qu'à un moment, l'actualité du pays fasse que les services sont moins écoutés des politiques qu'ils ne l'étaient avant. Que les services n'aient rien vu du tout, c'est relativement peu probable. Qu'ils n'en aient eux-mêmes pas pris forcément conscience de l'importance, parce que ça s'est passé déjà le mois précédent, ça s'est passé il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, etc. Tout ça fait qu'il peut y avoir une lassitude, et je remonte une information à quelqu'un à qui j'ai déjà remonté la même depuis des années, elle est moins écoutée. Et malheureusement,
ce coup-ci, c'était le bon. Voilà. Donc, j'ai du mal à croire qu'ils ne l'ont pas vu, qu'ils en aient pris toute la hauteur, certainement pas. Voilà. Après, comment le Hamas a réussi à passer sous les radars ? Ça, c'est intéressant. La question, vous pensez néanmoins qu'il y a eu une faille dans le système de sécurité ? Là, on parle effectivement d'approche humaine. Est-ce que vous pensez que techniquement, il y a eu un virus qui a occulté peut-être une information qui aurait dû être connue ? Alors, est-ce que c'est un virus ? Je ne sais pas. En tous les cas, il y a certainement eu une volonté du Hamas de passer sous les radars, d'être discret, d'être probablement discret numériquement. Donc c'est peut-être une attaque qui a commencé, enfin c'est même à peu près certain, il y a très longtemps, de manière artisanale, c'est-à-dire je n'utilise pas d'électronique, je m'approvisionne d'une autre manière pour que les systèmes électroniques de détection ne voient rien. Aussi bien ce qu'on appelle le renseignement image que le renseignement électromagnétique, c'est-à-dire les interceptions téléphoniques et tout ça, eh bien en fait, ils les ont pas utilisés. C'est le cas auquel a été confrontée la France au Sahel. Une grande partie des terroristes du Sahel qui ont massacré des dizaines, des centaines de gens, si on les a attrapés, c'est qu'à un moment, ils ont utilisé du numérique. Tant qu'ils n'en utilisaient pas, on n'y arrivait pas. Donc que le Hamas ait utilisé, on va dire, des méthodes ancestrales, c'est tout à fait possible. Ce qui fait qu'Israël n'a peut-être pas pris conscience de l'ampleur de ce qui se préparait. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est une question de volume de ressources ? Est-ce qu'Israël n'avait pas assez de ressources humaines et de ressources technologiques ? Ou alors le nombre n'a rien à voir avec Non, je pense pas que ce soit le nombre. Je pense que on les attendait entre guillemets sur l'autoroute et ils sont passés par une petite route de campagne. Donc voilà, la police était sur l'autoroute, elle n'était pas sur la route de campagne et ils sont passés par là. C'est sûrement quelque chose de finalement malheureusement simple qui a été fait et c'est l'évolution du monde terroriste aujourd'hui. C'est que comme on sait que les grandes démocraties, je mets Israël, mais je mets tout le monde, enfin les grands pays, ont des grosses capacités technologiques. Donc si moi je suis terroriste, il faut pas que j'aille sur ce terrain-là parce que je vais perdre. Donc je passe sur un autre terrain. Et c'est ça la mutation des services aujourd'hui, la mutation du contre-terrorisme, c'est de trouver ces nouveaux chemins sur lesquels sont les terroristes. C'est pas forcément dans le chemin électronique. Après, on peut imaginer peut-être que dans le cadre du Hamas, ils ont été capables, quelques minutes, peut-être une heure avant l'attaque, de neutraliser sur le plan numérique des radars, des systèmes de détection, pour que le système soit aveugle quelques minutes, et ça vous permet de prendre l'avantage sur la guerre. Alors selon vous, donc les groupes de cyberterroristes sont des groupes atomisés, mais qui se regroupent pour des raisons idéologiques ou d'autres raisons. Là ici, on a identifié les groupuscules qui étaient en action ou alors aujourd'hui, c'est plus complexe que ça. Aujourd'hui sort en source ouverte des groupes de pirates de différents pays qui disent apporter concrètement leur aide au Hamas dans cette lutte contre Israël. Donc oui, il y en a qui se dévoilent. C'est souvent les plus malins qui ne se dévoilent pas. Celui qui dit « je vous préviens, je vais vous attaquer », c'est pas forcément le plus malin et c'est pas forcément le plus efficace. Donc qu'il y ait plein de mouvements qui aident aujourd'hui, c'est le cas. Il y a des preuves en Israël aujourd'hui de systèmes qui sont déréglés et qui sont déréglés par l'extérieur. Il y a eu un exemple, je crois que c'est à Tel Aviv, où les pirates ont réussi à rentrer en fait dans des systèmes de domotique des maisons. C'est-à-dire ils ont été capables, alors ça peut paraître pas grave, mais de faire allumer, éteindre des maisons, déclencher des volets, etc. Ça provoque une stupeur dans la population et une frayeur terrible. C'est-à-dire que vous vous mettez à leur place, les terroristes sont rentrés dans ma maison, ils ont été capables d'allumer ou d'éteindre. Vous provoquez une psychose, une panique par une simple, on va dire, petite attaque cyber. Ça n'a pas provoqué l'incendie de la maison, ça a tué personne, mais ça provoque une espèce d'ambiance terrible. Donc là, on est là sur une forme de manipulation et de terrorisme, mais d'une manière complètement nouvelle, complètement différente. Vous imaginez, c'est une forme de viol. Ils sont rentrés dans l'ordinateur de ma maison, ils ont pris le contrôle de ma maison. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire demain ? Et vous provoquez la panique, etc., etc. C'est ça les nouvelles actions. C'est des petites actions qui sont pas forcément très chères. Nous, toute notre génération s'est jetée dans le numérique. On a tout numérisé, etc., etc. Il y a des portes d'entrée partout. Et quand on a en face des terroristes qui cherchent la solution, ils trouvent une porte. Benoît, on a aussi pas mal vu malheureusement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, beaucoup d'images d'atrocités, de ignobles et de barbarie. Pour vous, la propagande est aussi une arme qui a été utilisée par ces groupes ? Regardez ce qui nous arrive en Afrique. En Afrique, aujourd'hui, la France est rejetée. Elle n'est pas rejetée par les armes, elle n'est pas rejetée par des combattants qui sont plus forts que nous. Elle est rejetée par des mots.
MOTS, par ce qu'on appelle la guerre de l'information, où avec des campagnes de dénigrement, des images vidéo, vraies, pas forcément datées, etc., on arrive à retourner une population contre vous. C'est ce qui nous arrive à nous en France en ce moment, en Afrique. Aujourd'hui, dans la guerre Israël-Hamas, c'est la même méthode. C'est des mots. C'est pas des munitions, c'est pas des armes, c'est des mots. Et ces mots-là, et cette guerre de l'information, provoquent le retournement de population et provoquent les situations de blocage dans lesquelles on est aujourd'hui. Et vous pensez que les grandes plateformes, et notamment X, donc l'ancien Twitter, a pris position justement avec une modification des algorithmes pour orienter des pensées ou alors mettre des gens dans des bulles de filtre un peu orientées? Je pense que c'est très compliqué pour eux. Vous imaginez le volume seconde de données qui passe par ce truc-là, prétendent le contrôler et arrêter chaque fois quelque chose qui serait faux, moi j'y crois pas une demi-seconde. Qu'il y ait une volonté que moi, monsieur X, monsieur Twitter, je ne sois pas celui qui va répandre la rumeur et j'essaye de la contrôler, oui, je peux le dire. Est-ce que techniquement c'est possible de filtrer tout ça? Je pense que c'est impossible. C'est juste impossible. Et vous, à titre personnel, quelle serait la réponse à l'égard de ceux qui alimentent justement la haine et la propagande en ligne à ce jour? L'idéal, c'est d'essayer de les identifier rapidement et d'aller les neutraliser très clairement. Les neutraliser ne veut pas forcément dire les tuer, mais les mettre hors d'état de nuire. Et c'est un travail compliqué, et vous avez un travail sur les réseaux qui est fait par le gouvernement français, par l'état-major des armées. Enfin, il y a un travail, on essaye d'aller chercher ça. Mais quand vous êtes victime d'une attaque cyber, même si vous vous rendez compte que l'attaque a porté des fruits chez vous et que vous lancez une enquête, les chances de retrouver le gars qui était derrière le clavier alors qu'il est quelque part dans le monde, qu'il a rebondi sur 3-4 serveurs pour arriver à faire votre attaque, en fait, c'est quasiment nul. C'est-à-dire que nous, le temps matériel même d'aller dans un pays pour aller arrêter un mec, il y a longtemps qu'il est parti, il y a longtemps que l'ordinateur n'existe plus. Donc c'est des attaques compliquées. Restez avec nous, le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants sur Sud Radio avec Benoît de Saint-Cernin. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Le numérique pour tous, spécial cyberguerre, ça continue avec Benoît de Saint-Cernin, président du Cercle de l'Arbalète. Benoît, le terrorisme est une menace au quotidien. On l'a vu notamment avec l'attaque au couteau d'Arras qui a coûté la vie à un professeur et fait 2 blessés graves. J'ai envie de vous demander si vous aviez un conseil à donner aux civils, parce qu'on a vu effectivement quelqu'un qui s'est intercepté. Quel serait-il ? C'est très délicat, c'est très dangereux. Quelqu'un qui va se radicaliser, je vais dire tout seul chez lui, qui sort avec un couteau, pour les services de l'État, c'est quasi indétectable. Alors après, on refait toujours l'histoire. Ah oui, mais en fait, il était fiché S, etc., etc. Honnêtement, pour avoir la chance de travailler avec les gens des services de renseignement et de ces unités-là, ces gens-là se donnent corps et âme à leur job. Si vous saviez le nombre d'heures qui passent, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de week-ends, qui n'ont pas beaucoup de vacances. Tous les jours, il y a un drame, il y a une tuile, que nous, grand public, on n'est pas forcément au courant de tout ça. Et on les salue aujourd'hui sur oui, Radio. vraiment, honnêtement, si on peut faire passer ce message, je vous garantis que dans les services, tout domaine, gendarmerie, police, les services de renseignement, etc., tout le monde est à fond. Arrivent en plus les Jeux Olympiques. Donc quand il arrive le drame d'Arras, Samuel Paty il y a 3 ans, etc., évidemment, c'est des choses où, honnêtement, les gens des services se disent... On l'a laissé passer celui-là, on l'a pas vu venir. Et la terreur, la vraie peur, c'est le prochain, c'est qui ? Et est-ce que je vais être capable de le détecter avant ? Donc c'est vraiment très compliqué. Et pour vous, un citoyen, il doit partir en courant. Enfin, la réaction immédiate, une réaction. Là, c'est très difficile. Vous avez par exemple dans le domaine de la sécurité privée, il y a un diplôme qui a été créé qu'on appelle l'agent de surveillance renforcée armée. En fait, ce sont des vigiles qui n'ont pas d'armes à feu, mais qui ont des matraques, qui ont de la lacrymo, etc. C'est une formation qui est délivrée en France. Voilà, un vigile demain à l'entrée d'un lycée qui est équipé de cette matraque ou autre aurait neutralisé ce fou avec un couteau, parce que on leur apprend à faire ça. Moi, je le fais dans une de mes écoles. On apprend à faire ça. Voilà, parce que la menace actuellement, c'est un fou avec un couteau. Demain, le fou, il sera avec quoi ? Il sera peut-être pas qu'avec un couteau. Tant que c'est un couteau, je veux dire un geste relativement simple, oui, on peut avoir la parade si notre agent de prévention et de sécurité, il est équipé en ASRA, etc. Ça, oui. Mais demain, ça va être quoi ? Voilà. Alors, sans transition malheureusement, mais vous l'avez évoqué, les Jeux Olympiques arrivent bientôt. On rappelle les chiffres. On a eu un demi-milliard d'attaques en 2016 à Rio. Les chiffres étaient à peu près équivalents sur les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Il y a une menace qui plane, sans faire peur à nos auditeurs. Concrètement, comment vous l'évaluez ?
Alors pour moi, il y a vraiment deux niveaux. Il y a le premier niveau, il y a l'attaque type les drames du Bataclan, donc des terroristes qui arrivent et qui tentent de rentrer, ou etc. Ça, les services travaillent beaucoup là-dessus. Il y aura des gros dispositifs de sécurité. Il faut saluer le travail honnêtement de l'État, du ministère de l'Intérieur là-dessus. C'est possible, mais c'est pas forcément, à mes yeux en tous les cas, la priorité. La priorité, le plus grave. Moi, le plus grave, c'est en fait l'attaque numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos services de renseignement trouvent dans les systèmes d'information des grandes infrastructures déjà ce qu'on appelle des sondes, c'est-à-dire des pièges. D'accord. C'est-à-dire des choses qui sont déjà prépositionnées dans les systèmes et que le terroriste, le malveillant, celui que vous voulez, activera au moment des JO. Je vous donne un exemple. Imaginez que demain, on est au Stade de France, on assiste à une épreuve des JO et le stade, en quelques secondes, s'éteint complètement. Eh bien, il peut y avoir un mouvement de panique. Eh bien, vous allez générer des morts sans aucun coup de feu. Imaginez qu'on soit capable de chiffrer, par exemple, toute la billetterie. Les gens ont payé cher pour arriver au JO et les gens qui les accueillent disent « Mais non, votre billet n'est pas le bon. Je ne peux pas le contrôler. » Et vous avez 80 000 personnes à l'extérieur du Stade de France qui ne peuvent pas rentrer alors qu'ils ont payé très cher, etc. etc. C'est ça le risque majeur. Parce que le risque, je pense, purement terroriste d'une attaque, honnêtement, les terroristes, on peut dire ce qu'on veut, mais ils sont pas tous idiots. Et attaquer ce qui est le plus défendu, c'est quand même compliqué. Par contre, attaquer ce qu'on appelle une cible molle, où il y a beaucoup moins de policiers parce qu'ils sont tous concentrés sur les JO, c'est beaucoup plus facile. Or, le terroriste est souvent très lâche. Alors, si je vous comprends bien, on peut se préparer aujourd'hui parce que c'est des scénarios qu'on ne peut pas imaginer. Comment on se prépare à quelque chose qu'on ne peut pas mentaliser? Alors au contraire, on s'y prépare très bien avec le remarquable travail de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui fait tout un travail avec les JO et avec la cellule qui prépare la sécurité sur ce plan numérique. Et on se dit, ok, est-ce que, je dis n'importe quoi, mais est-ce que le Stade de France, il est vraiment protégé? Oui, prouvez-moi qu'il est protégé, prouvez-moi que. Et on arrive sur un point qui est crucial à mes yeux. Les gens qui font notre sécurité cyber aujourd'hui, est-ce qu'on a une enquête de moralité sur eux, comme on l'a sur ce qu'on appelle les agents de prévention et de sécurité, c'est-à-dire ceux, Vanessa, qui vont demain contrôler votre sac à main? Eux, ils sont l'objet d'un contrôle très précis. Est-ce que les gens formés en cyber, ils ont un contrôle très précis? Eh ben, je suis obligé de le dire à votre antenne, la réponse est non. Donc vous voulez dire que tous les agents de sécurité qui nous contrôlent, eux, on a vérifié leur dossier, etc. Il y a une enquête et une enquête remarquable de ce qu'on appelle le CNAPS, qui est le Conseil national des activités privées de sécurité, qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui fait un super boulot. Mais les gens qu'on forme en cyber, ils ne font pas l'objet de cette enquête. Or, c'est tellement plus facile d'être sous les radars, en cyber, et puis le jour où, par doctrine, par ce que vous voulez, par corruption, par simple argent, vous allez activer un système qui, lui, va provoquer une catastrophe. Donc là, vous faites passer le message. Ah là, moi, je fais passer le message, mais c'est pas la première fois que j'essaye de faire sentir, et les autorités le comprennent très bien, hein, mais ce serait bien que la loi permette très vite qu'on regarde ça. Vous entrez demain en cybersécurité chez Thales, Thales a le droit de demander une enquête sur vous. Vous entrez dans une petite boîte, un petit prestataire cyber, il n'y a pas d'enquête. Sauf que ce prestataire cyber, il va être utilisé pour, par exemple, la billetterie des JO, pour le Stade de France, pour ce que vous voulez. Lui, il n'a pas été contrôlé. Et là, vous pouvez être un espion. Un espion, si c'est un espion juste pour avoir de l'info, ça va. J'entends. Mais alors, est-ce que, quelque part, il y a un manque de culture cyber parce qu'il y a une accélération des choses? Est-ce qu'on a assez de ressources? Est-ce qu'on a assez de formateurs? Parce que tout ça est une équation qui doit être cohérente. Quand je vous écoute, on court un petit peu après la machine, non? Alors, évidemment qu'on court, puisqu'on sait tout. On a couru très très vite pour se numériser tous. Donc, tout est numérisé. Et maintenant, on découvre qu'il y a des problèmes partout. Alors, là aussi, j'imagine qu'il y a deux niveaux. Enfin, je donne deux niveaux. Il y a le niveau ingénieur. Et on a des bonnes formations en France pour générer des ingénieurs qui proposent des bons systèmes. Et il y a la deuxième catégorie à laquelle moi je suis le plus attaché, c'est d'avoir en fait les techniciens quotidiens de la cyber, c'est-à-dire les gens qui vont faire tous les jours les actions de prévention de cyber sous les ordres d'un ingénieur. C'est cette troupe-là qu'il faut qu'on fabrique très très vite en France pour permettre à tous les chefs d'entreprise, quel que soit le niveau, de pouvoir recruter quelqu'un. Non pas un ingénieur qui coûterait très cher, qui va être chassé par toutes les boîtes. Non, quelqu'un de quotidien qui est là pour assurer ma protection cyber quotidienne sous les ordres d'un ingénieur. Et je peux avoir sous les ordres d'un ingénieur une quinzaine ou une vingtaine de ces opérateurs quotidiens de cybersécurité. Elle est là, pour moi, la solution. Mais on forme assez aujourd'hui? Est-ce qu'on a assez de formateurs, Benoît? Alors oui, les formateurs, on en a. Des gens qui sont très intéressés. Par exemple, dans mon école de cybersécurité, j'ai aucun problème de crise de vocation.
Aucun problème, on a beaucoup de candidats. Mon problème aujourd'hui, c'est que l'entreprise me dit « Ah oui, mais il n'est pas ingénieur cyber ». Bah oui, monsieur, il est en cours de formation. Je vais l'amener à être un opérateur en cybersécurité de Bac+2. Donnez-lui, faites-lui confiance. Permettez-lui d'être en alternance chez vous. Il est là la clé. Et dès qu'une entreprise commence à le saisir, tout de suite, la personne a son contrat d'alternance. Et en fait, le challenge, il est là. Jean-Noël Barrot, le ministre, l'a très bien dit lors de l'Assemblée générale du SIGREF. Il a très bien évoqué ça. Alors revenons sur votre présidence, effectivement, de l'association Le Cercle de l'Arbalète. Sur un mode un peu plus positif, vous fédérez des startups avec des innovations. Faites-nous un peu rêver et partagez-nous des innovations qui vont faire vraiment l'avenir et celles dont on peut parler d'ores et déjà, quoi. Alors, sur des innovations, je vais vous donner un exemple. Alors, on est un peu loin du numérique, bien qu'il y en ait dans le système. On va chaque année, je crois que vous l'avez reçu ici, au CES de Las Vegas. Tout à fait, on recevait Gary Shapiro il y a une quinzaine de jours. Voilà, avec qui je m'entends effectivement très bien. Au CES à Las Vegas, on est tombé en fait sur une petite mallette médicale qui était destinée aux EHPAD. Sauf qu'on s'est dit, mais ça, en fait, cette petite mallette, on pourrait peut-être en avoir besoin en opération, lors des opérations force spéciales. Eh bien, ce fruit du CES, mais Gary Shapiro le sait très bien parce que j'en ai parlé avec lui, ce fruit du CES, c'est devenu aujourd'hui la mallette médicalisée des forces spéciales en opération. C'était destiné aux EHPAD et ça a fini dans une caisse particulière des forces spéciales. Donc, le cercle de l'Arbalète est à l'origine de plusieurs bébés comme ça, innovations qui servent aujourd'hui dans les forces. Après, il y a toute une série d'innovations que je ne vous raconterai pas, cher Vanessa. Allez, de manière générique, une ou deux qui utilisent l'intelligence artificielle ou d'autres technologies un peu tendance. Alors, en intelligence artificielle, ce qui est très intéressant, c'est la lecture automatisée des images. Où les satellites vous donnent des images aujourd'hui. Les drones, on le voit avec la guerre en Ukraine. Le drone a pris un rôle majeur. C'est un outil de renseignement, mais c'est aussi un outil qui me permet de repousser le danger. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer, je vais prendre l'exemple horrible du Bataclan, je ne vais pas rentrer au Bataclan tout de suite, je vais envoyer un drone. Lui va me donner la situation tactique et je rentre plus en sécurité. Donc, aujourd'hui, dans les petites choses que le cercle a générées, mais je reste très, très vague volontairement, on a effectivement trouvé des systèmes qui permettent de lire très bien et très précisément les images données par des drones. Et donc, sur la situation tactique derrière, la personne qui conduit l'opération peut avoir une information à très haute valeur ajoutée par un petit logiciel qui a été capable de lire l'image et de dire exactement où sont les gens, exactement l'armement qu'ils ont, éventuellement même, et je m'arrêterai là, qui sait qui tient l'arme du méchant. Alors justement, vous évoquiez les drones et on en a vu beaucoup malheureusement pendant le conflit Russie-Ukraine. Est-ce qu'on a des enseignements et est-ce que effectivement il y a des innovations dont on pourrait malheureusement s'inspirer qui n'étaient pas pilotées depuis le sol français? Il y a énormément d'enseignements à l'issue de la guerre en Ukraine sur l'usage des drones et des drones low cost, c'est-à-dire c'est pas des drones chers que vous pouvez fabriquer. Prenez l'exemple, on a fait la démonstration au salon des forces spéciales de Sofins, un drone alors qui est un peu plus cher mais qui, vous savez, qui ressemble un peu à un chien. Vous avez l'impression que c'est un chien qui marche. Bon, eh bien, on avait mis 5 drones chiens comme ça dans des buissons et on a fait arriver les gens et brutalement ces 5 chiens ont foncé sur la personne. Et sur le chien, en fait, vous avez des capteurs qui permettent que vous êtes détecté par une caméra thermique et le tir part tout de suite. Imaginez demain un village où vous lâchez, soit en para, soit vous allez les poser, 30 petits chiens comme ça qui rentrent dans le village et qui tirent, dès qu'il y a une source chaude, ils tirent. C'est la guerre de demain, ça. C'est pour ça que l'armée de terre, sous la conduite du CEMAT, vient de créer le CCF, qui veut dire le commandement du combat futur. C'est imaginer la guerre de demain. Dans la guerre de demain, le drone a un rôle majeur. L'Ukraine l'a prouvé et l'Ukraine a été capable, avec des drones pas chers, de saturer l'espace autour d'une unité russe et de tuer les gens. Et c'est des drones qui n'ont pas coûté cher. On est très très loin. Effectivement, on parlait d'appareils un peu ludiques que l'on trouve dans le commerce. Mais c'est terrible. On a eu des exemples dans le cadre des forces spéciales où c'est des drones joués sur lesquels ont été mis une mine antipersonnelle. Mais bon, là, je vais terroriser tous les gens qui nous occupent. Non, on va rassurer nos auditeurs. Et ce drone joué, il est venu, il s'est posé, il a explosé, allez, bing. Voilà, c'est terrible et ça coûte pas cher à faire. Tout à l'heure, je vous disais en ouverture, l'ingéniosité des terroristes. Vous n'imaginez pas à quel point ces gens passent leur temps à trouver des solutions qui sont, toute proportion gardée, en valeur absolue, assez géniales, avec très peu de moyens. Et nous, en face, et le cercle de l'Arbalète est dans cette catégorie-là, on essaye de se dire, oula, ils ont été capables de faire ça, ce serait quoi le bouclier face à ce truc-là?
Et c'est ça qu'on essaye de trouver. Benoît, sur une note positive et pour conclure, une minute, le message que vous souhaiteriez faire passer à nos concitoyens pour éviter d'être dans une psychose et continuer à vivre, si ce n'est légèrement, mais de manière assurée. Le principal message, c'est ayez confiance, en tout premier lieu, je dirais auprès du ministère des Armées, qui est dirigé par des gens qui sont très fort. Je pense au général Burkhardt, c'est pas mon chef, mais je le dis clairement. On a honnêtement à la tête de l'État dans ces questions-là des gens qui sont très raisonnables. On a en fait une culture de la guerre en France. Et quand on a une culture de la guerre, on n'aime pas la guerre. Donc on essaye de tout faire pour qu'elle soit la plus courte possible et la moins dure. Voilà, je dis juste aux gens, ayez confiance dans le ministère des Armées, dans le ministère de l'Intérieur. Il y a des gens très bien là-dedans qui consacrent 100% de leur vie à notre sécurité. Voilà, on n'aura pas mieux que ce qu'on a aujourd'hui et c'est remarquable. Merci beaucoup Benoît de Saint-Cernin. Je rappelle que vous êtes le président fondateur du Cercle de l'Arbalète. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.